Ou des fréquences cardiaques et de leur utilisation au sport et dans les différents sports. On va surtout parler de course à pied, mais on pourra parler aussi de vélo, de natation au besoin. Avant toute chose, là on va parler de fréquences cardiaques dans les cas non pathologiques, mais avant toute saison de running, je vous encourage quand même vivement à passer un test d'effort, soit chez un médecin du sport, soit chez un cardiologue. Moi je le conseille à tous mes athlètes, même les athlètes de haut niveau, de refaire un bilan assez fréquent pour faire une échocardiographie de repos et puis aussi une échocardiographie d'effort. À ce moment-là, vous passerez sur un ergocycle. Donc ça peut être quelque chose d'important, même en dehors de toute pathologie apparente. C'est quand même intéressant de faire un bilan, quel que soit son âge d'ailleurs. Il y a des pathologies qui peuvent arriver sur le tard. Pour travailler à la fréquence cardiaque et pour les utiliser, il faut commencer par les enregistrer ou tout du moins les visualiser. Donc pour ça, il faut bien entendu être équipé d'un cardiofréquencemètre. Donc on va juste faire un petit rappel de ce que c'est. C'est simplement une montre avec une ceinture qui va capter vos fréquences cardiaques et les transmettre à la montre. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau des marques, vous n'avez pas un choix énorme. On peut aller, vous avez la marque Geonaut chez Decathlon. Vous avez une marque qui est très active dans la course, mais beaucoup aussi dans le triathlon, qui est Polar, qui est une marque assez ancienne dans le cardiofréquencemètre. Vous avez Garmin, qui est très spécialisée dans les GPS. Et puis la dernière marque qui est arrivée sur le marché, qui est Suunto, qui est une marque finlandaise, qui vient surtout de la plongée et de la montagne. Les prix, vous avez un peu tous les prix, tout dépend de ce que vous voulez faire et utiliser en fait à l'entraînement. Donc en gros d'une vingtaine d'euros pour un premier cardio qui va utiliser une technologie d'ailleurs tout à fait fiable mais qui va simplement vous afficher vos fréquences cardiaques, jusqu'à 600 € pour les montres les plus perfectionnées. Les différentes fonctions, donc avec les montres, bien entendu mesure de la fréquence cardiaque, ça c'est la fonction de base qui permet de voir vos fréquences cardiaques à l'effort. Travailler avec des zones cibles, c'est-à-dire si votre entraîneur vous dit aujourd'hui tu vas travailler entre 140 et 160 dans ta sortie, vous allez pouvoir programmer des zones par exemple et puis faire sonner quand vous passez en dessous, quand vous passez au-dessus des zones. Donc ça peut être un travail intéressant sans avoir trop à se soucier de sa vitesse si on est en nature et simplement travailler à l'intensité par rapport à la fréquence cardiaque. On peut travailler en pourcentage de fréquence cardiaque de réserve, ça c'est un petit peu plus compliqué mais je vous en parlerai juste après. On peut aussi bien entendu enregistrer ces fréquences cardiaques grâce aux différents cardios pour pouvoir les visualiser ensuite. Donc on aura des données un peu plus précises de fréquence cardiaque moyenne, de fréquence cardiaque maximale. Donc ça peut être intéressant aussi pour voir une progression sur la saison. Ensuite, l'analyse par logiciel, où on va décharger les données de la montre sur l'ordinateur et pouvoir faire une analyse un petit peu plus poussée. Et puis, bien entendu, ensuite, la planification de séance. Il faut savoir que maintenant, les derniers cardios qui sont sortis, à la fois, on peut décharger les données de la montre sur l'ordinateur, mais on peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire programmer sur l'ordinateur certaines séances et les intégrer dans la montre. Alors, il n'y a pratiquement plus de limite maintenant à l'imagination et même à ce que voudraient les entraîneurs. Tout est possible grâce au dernier cardio. Donc, si vous voulez, alors vous n'avez peut-être pas tous un cardiofréquencemètre d'ailleurs pour travailler, parce que parfois une simple montre avec chronomètre, ça peut largement suffire pour s'entraîner, mais si vous voulez utiliser les fréquences cardiaques, et je vais vous expliquer pourquoi après, il faut savoir pour quelles fonctions. Donc, toutes les fonctions là sont répertoriées. Si vous souhaitez utiliser uniquement lire votre fréquence cardiaque, ça sera une montre très basique. Vous pouvez utiliser des zones cibles, enregistrer la séance, avoir des données plus précises. Si vous voulez visualiser vos courbes sur l'ordinateur, ça peut être très intéressant. Par exemple, vous faites un 10 km prochainement, vous mettez votre cardio, vous enregistrez, vous pouvez voir à quel moment, par exemple, ça a flanché. Vous pouvez avoir un retour sur la gestion un peu de votre course et ça peut permettre ensuite de vous améliorer pour la compétition suivante. Et à l'entraînement, c'est la même chose. Et sur le marathon, c'est encore plus important, bien entendu. Ensuite, si vous souhaitez planifier les entraînements, programmer des intervalles quand vous travaillez sur piste, vous ne travaillez pas que sur piste, vous pouvez travailler en nature, faire du fractionné en nature, donc c'est aussi important d'avoir des données d'intensité cardiaque pour voir si vous êtes dans les bonnes intensités.
Et puis enfin, avec les dernières montres avec GPS et cardiofréquence-mètre, vous avez des données de distance, de vitesse, de dénivelé, de vitesse ascensionnelle. Vous avez énormément de données, toutes les données possibles sur l'entraînement qui vont apparaître. Alors maintenant, pourquoi on s'intéresse aux fréquences cardiaques? Tout simplement parce qu'il y a une relation de proportionnalité en fait entre les fréquences cardiaques et l'intensité de l'effort. C'est-à-dire plus votre effort augmente en intensité, plus vos fréquences cardiaques augmentent. Donc c'est une relation qui est très utile à l'entraînement, bien entendu, et qui va permettre de quantifier votre entraînement. Alors, par contre, pour les personnes qui débutent une activité physique, vous n'aurez pas tout de suite cette relation de proportionnalité. Il faut déjà avoir un petit moment d'entraînement, quelqu'un qui n'a jamais couru et qui veut commencer l'activité, ce qui est très bien d'ailleurs. Vous allez dès le début monter très vite en fréquence et vous n'allez pas avoir des étapes bien définies, donc ça va être tout de suite l'effort va être difficile, donc il va falloir un temps d'adaptation. C'est pour ça qu'il faut commencer très progressivement avec des petites séances de maximum 30 minutes, alterner la marche et la course. Voilà, il faut prendre le temps de développer des adaptations à l'endurance. Je vous montre un exemple en laboratoire pour vous prouver cette relation linéaire. Voilà, là on est un test de laboratoire, vous voyez, qui va à peu près de 10 à 20 km/h pour cet athlète, qui est allé un peu plus loin encore. Et en fait, on enregistre cette relation de proportionnalité, en gros, entre 50% et 90% de l'intensité de votre effort. Certains doivent connaître ce terme, le VO2 max, c'est votre consommation maximale d'oxygène. Donc voilà, une relation qui est parfaitement linéaire, donc qui permet vraiment de quantifier l'intensité de votre effort. Je vous montre le même exemple cette fois. Alors le test que vous avez vu avant, c'est un test progressif, c'est-à-dire régulièrement on augmente la vitesse de progression. Là on est sur un test qu'on appelle rectangulaire, c'est un test d'effort maximal qui s'appelle exactement un demi-Cooper. C'est un test de 6 minutes où on part sur la vitesse. Alors vous avez fait des tests de VMA peut-être déjà avec Mohamed. Cette VMA c'est la cylindrée de votre moteur. On fait ce qu'on appelle ici une sorte de temps limite, c'est-à-dire on part 6 minutes en gros à cette vitesse maximale aérobie et on voit ce que ça donne au niveau de la distance. Et vous voyez qu'il y a bien cette relation de proportionnalité là tout de suite sur les premières minutes. Ensuite on atteint la fréquence cardiaque maximale et on la tient en gros jusqu'au bout. Donc une fois qu'on l'a atteint, il n'y a pas de proportionnalité. Là aussi, c'est très important cette courbe-là de montée en fréquence, qui va permettre de définir le niveau d'expertise de l'athlète. Si j'ai un athlète qui n'est pas entraîné du tout, vous allez voir votre courbe, elle va monter progressivement vers les fréquences cardiaques maximales. Alors certains peuvent penser que c'est bien, en fait non, plus on monte rapidement, ce qu'on appelle la cinétique de VO2, meilleur c'est. Parce que quand vous montez très lentement, en fait, vous contractez ce qu'on appelle une dette d'oxygène, et toutes les dettes, il faut les rembourser, et vous allez la payer un petit peu plus loin. Et parfois, par contre, vous voyez, là, ici, l'intensité parfois de l'effort sur la fin peut augmenter, alors que la fréquence cardiaque maximale diminue. C'est-à-dire, au-delà de 90%, il n'y a plus de relation de proportionnalité entre la fréquence cardiaque et l'intensité de l'effort. Maintenant, quelques définitions et quelques notions qui sont importantes pour travailler avec les fréquences cardiaques. D'abord, la fréquence cardiaque de repos. Alors, la fréquence cardiaque de repos, c'est pas celle que vous prenez chez le médecin quand vous avez rendez-vous en fin d'après-midi après une journée de travail. Là, vous serez certainement 5 à 10 pulses en dessous. Alors, tout d'abord, c'est bien entendu le nombre minimum de battements par minute. Cette fréquence cardiaque de repos, il faut la prendre le matin, même avant de vous lever, soit au cardio, soit à ce moment-là la prendre à la main, mais au moins sur 1 minute. Elle dépend de nombreux paramètres. Elle dépend de l'âge. Normalement, plus vous allez avancer dans l'âge, plus cette fréquence cardiaque de repos va diminuer. Elle dépend de votre activité physique, c'est-à-dire, vous faites l'expérience, si vous démarrez cette année par exemple l'activité running, prenez régulièrement votre fréquence cardiaque de repos, vous allez voir qu'au fil des semaines, cette fréquence cardiaque devrait descendre régulièrement et ça va montrer une adaptation physiologique à l'effort. En fait, en courant, et vous musclez aussi votre cœur, le cœur, le myocarde, c'est un muscle cardiaque. Il se renforce, donc il y a notamment la partie gauche, le ventricule gauche qui devient plus important, les parois s'épaississent, il est capable d'envoyer plus de sang, d'avoir un débit plus important, donc la fréquence en fait, de battement va diminuer, parce qu'il va envoyer chaque fois plus de sang, plus d'oxygène à la fois.
Ça dépend du stress, bien entendu. La libération d'adrénaline augmente la fréquence cardiaque, ça peut l'augmenter très très rapidement. Ça dépend du sexe, la fréquence cardiaque de repos. Alors statistiquement, toujours, toutes ces données sont statistiques, la fréquence cardiaque de repos est toujours plus faible chez un homme que chez une femme. En moyenne, il y a bien entendu des femmes qui ont des fréquences cardiaques de repos plus faibles que certains hommes. Ça dépend de l'état de forme, c'est-à-dire quand vous êtes en état de fatigue, vous pouvez avoir une fréquence cardiaque de repos plus élevée, sauf si vous êtes vraiment en état, ce qu'on appelle un surentraînement, c'est si à la fois vous avez des surcharges à la fois de travail, mais aussi vous complétez par un entraînement important, vous pouvez avoir une fatigue dite de type parasympathique, et vous pouvez avoir une fréquence cardiaque de repos qui reste très très basse, avec une grande difficulté à la montée, notamment quand vous allez courir, il vous faut 30-45 minutes avant de vous sentir bien. Généralement, ce n'est pas un bon signe, c'est que vous êtes en état de fatigue avancée, et que vous êtes en état de surentraînement. Ensuite, bien entendu, des facteurs génétiques, des facteurs d'altitude, de pression. Les valeurs moyennes, en gros 80 pulsations par minute chez les sédentaires, on descend vite à 60 pulsations minutes chez les sportifs, jusqu'à 30 pulsations minutes pour l'élite. Les athlètes que j'ai actuellement de haut niveau, par exemple, on parlait de Julien Chaurier, qui est un des meilleurs ultra-trailers mondiaux, il a en gros à 37 de moyenne. Entre 33 et 40, j'ai eu des athlètes qui étaient à 32 de moyenne, et sur du suivi physiologique, j'en ai eu un qui était à 28 le matin par exemple, avec des fréquences instantanées qui descendaient à 24. Mais là on est déjà sur des athlètes en dehors de toute pathologie, pas de bradycardie, pas de choses comme ça. Donc là c'est assez exceptionnel, mais ça arrive, c'est les plus basses enregistrées, je crois qu'on est autour des 22 ou 24 chez certains cyclistes aussi. Donc là, calculer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le mieux avec un cardiofréquence-mètre, ça peut être aussi un indice important de votre niveau de forme. Un indice parmi d'autres, ça ne peut pas être le seul, parce que ce n'est pas assez fiable tout seul, mais pris avec d'autres, ça peut être un indice important. C'est-à-dire une fréquence cardiaque de repos élevée par rapport à la moyenne, ça peut être signe d'une fatigue également le matin. Ensuite, la fréquence cardiaque maximale. Alors celle-là aussi, elle est intéressante. D'abord, bien entendu, c'est le nombre maximal de battements par minute. Vous ne pouvez l'atteindre que si vous faites un test d'effort maximal. Il est rare que vous l'atteigniez sur une séance classique, sauf encore une fois si vous êtes très peu entraîné. Si vous allez faire un footing, si vous vous mettez à courir et que vous ne courez jamais, vous allez très très vite atteindre des sommets dans les tours. Par contre, si je prends n'importe lequel d'entre vous, ça ne marchera pas. Donc c'est important que chacun, si vous utilisez cette fréquence cardiaque maximale ensuite pour des repères de travail, c'est important de la définir par un test d'effort maximal. Parce que là aussi, il peut y avoir des variations importantes. Donc on la calcule comme ça, très bien. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que cette fréquence cardiaque, notamment de repos dont on a parlé tout à l'heure, elle peut varier, voilà, avec le stress, elle peut être multipliée par 3. Par exemple, pour un sportif de combat qui rentre sur un tatami, parfois le fait de s'activer, ou parfois un stress qui est mal contrôlé, vous pouvez passer de 40 pulsations à 120 pulsations, et pourtant vous n'avez fait aucune activité physique, vous êtes en état d'attente, et un stress violent, un accident, un élément imprévu peut faire monter énormément la fréquence cardiaque. Il faut savoir que ces fréquences cardiaques, elles sont sensibles à ce qu'on appelle les hormones dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les catécholamines. La famille des catécholamines, c'est l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, qui parfois pris en hormones de synthèse peuvent servir de dopants. Et il faut savoir aussi que garder une fréquence cardiaque maximale élevée avec l'âge, c'est statistiquement relié à une meilleure performance. Parce qu'on garde un cœur qui est sensible justement à ces hormones, on garde des récepteurs qui sont actifs à ces hormones-là, et on garde aussi une sécrétion hormonale aux catécholamines qui est importante. Donc des athlètes qui, avec l'âge, gardent une fréquence cardiaque maximale élevée, c'est un signe de performance. D'ailleurs, je suis sûr que si on prend des athlètes parmi vous qui commencent un entraînement qualitatif, qui n'en ont jamais fait avant, vous allez voir que cette fréquence cardiaque maximale, si vous l'évaluez en début d'année, si vous l'évaluez en fin d'année, elle aura augmenté d'une dizaine de pulsations. C'est assez fréquent par rapport à des personnes qui faisaient par exemple que des footings toujours à la même allure. Quand vous commencez un travail qualitatif, vous allez donc mettre en route ce système hormonal et vous allez avoir des fréquences cardiaques maximales qui sont élevées. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on peut en effet s'entraîner aux fréquences cardiaques, et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve. Alors la fréquence cardiaque de réserve, c'est quoi? C'est simplement la différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque de repos. C'est tout bête.
Et pourquoi on utilise ça? Parce que c'est ce pourcentage de fréquence cardiaque de réserve en fait, qui est en lien avec le pourcentage de l'intensité de votre système aérobie. On parlait tout à l'heure de VO2 max, de consommation d'oxygène. Ce que vous pouvez faire par exemple chez un médecin du sport ou un cardiologue qui va vous mettre un masque pour mesurer votre consommation d'oxygène et votre rejet de CO2, et ben, la fréquence cardiaque de réserve, c'est tout à fait proportionnel justement à cette consommation d'oxygène. D'où l'intérêt de travailler avec. Donc ensuite, on va calculer différentes zones cibles. Donc là, je vous montre simplement la différence. Il y a encore quelques cardios qui travaillent uniquement avec la fréquence cardiaque maximale et souvent on travaille en sous-intensité. Et le travail avec la fréquence cardiaque de réserve, si vous vous intéressez un peu à la physio, si vous lisez parfois des revues, vous entendrez parler de méthode Karvonen. C'est justement cette méthode basée sur la fréquence cardiaque de réserve qui est maintenant utilisée par tous les physiologistes. Je passe, quand on l'utilise, j'ai pris l'exemple d'un athlète qui a 180 de fréquence max à 60 au repos, donc sa fréquence cardiaque de réserve c'est 120. Et ensuite, à partir de là, moi je travaille toujours avec 4 zones de travail. Donc une zone d'endurance fondamentale. Alors une fois qu'on a entraîné, on a ces 4 zones qui sont relativement bien définies. L'endurance fondamentale, c'est quand vous faites un petit footing, que vous pouvez parler avec votre voisin, que vous êtes bien, tranquille, vous courez, assez facile. On est entre 60 et 70% de la fréquence cardiaque de réserve. Alors pour calculer, en fait, on fait 60% des 120 et à ça, on rajoute la fréquence cardiaque de repos. Donc l'intérêt de cette méthode, c'est qu'on prend en compte cette fréquence cardiaque de repos qui, elle, peut être variable. Si vous êtes blessé, par exemple, ou malade, vous avez fait une coupure d'un mois, votre fréquence cardiaque de repos, elle aura remonté de 5-10 pulsations. Donc ça rechange un petit peu les zones. Et ça vous permet de travailler assez précisément. Ensuite, on parle d'endurance active quand vous avez un footing où vous parlez un petit peu moins. Vous faites juste quelques mots, des petites questions-réponses très brèves. Ça, on est tout de suite dans cette zone-là, généralement, quand on part un peu à froid le matin avec les collègues et qu'on n'a pas trop le temps de s'entraîner, on essaie de partir un peu plus vite. Ensuite, on rentre dans la zone du seuil anaérobie, donc là, c'est un petit peu la zone d'inconfort, c'est-à-dire quand vous dépassez cette zone, vous êtes très mal et l'effort ne va pas durer plus de 5-6 minutes. Hein. C'est ce qu'on appelle la zone d'accumulation des lactates sanguins. En gros, c'est la zone autour de laquelle vous courez un 10 km. Ceux qui font du 10 km, quand vous le faites vraiment, vous donnez le maximum, vous êtes dans cette zone-là, autour des 80, vous approchez les 90%. Et puis, au-delà de cette zone, il y a la zone de la vitesse maximale aérobie, ce que vous travaillez quand vous vous entraînez peut-être avec Mohamed, quand vous faites des séries sur la piste de 300 mètres, de 400 mètres. Vous travaillez à développer justement cette vitesse maximale aérobie qui est un peu la cylindrée de votre moteur. Quand on est en bas, là, on travaille sur la capacité du moteur à durer, et quand on est en haut, on travaille sur la puissance du moteur. Donc je vous montre 2 exemples d'entraînement aux fréquences cardiaques. Donc là, alors je vous ai remis les zones par rapport à cet athlète d'endurance fondamentale, active. C'est pour vous montrer l'utilité en quelque sorte. Moi, je programme à cet athlète un travail à vitesse maximale aérobie. Le but, c'est de développer sa vitesse maximale aérobie. Grâce aux fréquences cardiaques, ensuite, je peux visualiser si l'athlète a bien travaillé, s'il est bien dans les bonnes zones. Donc vous voyez déjà, là, on est sur des 1 minute, des 30-30, des 15-15. Vous voyez qu'il faut quand même quelques temps avant de rentrer dans les zones ciblées. Hein, et pourtant, c'est un athlète de haut niveau, donc il y a une cinétique de VO2 élevée. Ça veut dire qu'on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'après on rentre en plus dans de l'entraînement un peu plus compliqué. Mais voilà, quand on travaille aux fréquences cardiaques, on peut vraiment s'apercevoir des bienfaits de l'entraînement et des progrès. Ensuite, il y a eu 2 minutes de récupération. Là, il passe quand même une bonne partie à vitesse maximale aérobie, et là aussi il passe la majeure partie du temps. Donc globalement, après on calcule en gros le temps passé. Si on a dépassé les 6-7 minutes de travail dans cette zone, c'est qu'on a fait une bonne séance. Un deuxième exemple, là c'est une programmation de séance de seuil pour un athlète. Alors c'est aussi un athlète de niveau, c'est à 3 fois 5 km, donc c'est déjà une grosse séance. C'était à plus de 18 km à l'heure pour lui en plus, donc ça va vite. Mais vous voyez, moi je lui programme dans cette zone. Donc il faut vraiment qu'il soit dans cette zone. S'il dépasse cette zone-là, s'il rentre dans la zone de VMA, on n'est pas dans les bonnes zones de travail, il n'a pas bien travaillé, parce que le lendemain, il n'arrivera pas à accumuler avec les autres entraînements, etc. Ces athlètes à 1 à 2 entraînements par jour, en gros à 10-12 entraînements par semaine. Vous voyez, c'est important de contrôler, mais c'est important pour tout le monde, même pour un débutant. Si on veut travailler dans une certaine zone et puis qu'il est bien au-delà, ça risque d'engendrer des fatigues, du mal à accumuler l'entraînement, etc. Donc vous voyez là, il y a une légère dérive ensuite sur la fin, mais globalement il est très bien, les récupérations sont bonnes, parce qu'avec les fréquences cardiaques, on peut aussi visualiser, bien entendu, les zones de récupération, voir s'il y a des dérives. Vous voyez là, il récupère légèrement au-dessus, mais bon, tout va bien.
Et là, dans les courses, ça monte légèrement, mais ça veut dire que la séance est finie et il en avait sa dose puisqu'il commence à rentrer un petit peu plus haut. Voilà, on peut contrôler les échauffements, les accélérations avant l'échauffement, tout apparaît en fait sur la séance. Là, c'est un exemple sur un ultra trail qui a été remporté par Julien, mais globalement, moi, je ne suis pas satisfait de mon athlète. Quand on voit, si vous avez ça, si vous faites un marathon, par exemple, puis vous avez une courbe qui fait comme ça, c'est que vous l'avez très mal géré, votre marathon. Logiquement, maintenant, on s'aperçoit que, quelle que soit la distance, la clé en fait de la performance, c'est ce qu'on appelle le pacing, c'est-à-dire la régularité de la gestion de l'effort. Il faut que l'effort soit le plus régulier possible, et ça, les fréquences cardiaques sont très importantes pour ça. Alors bien entendu qu'en fin de course on peut avoir une dérive, mais généralement la fatigue se caractérise par une baisse des fréquences cardiaques et l'incapacité à les faire monter. Bon, bien entendu on est sur on est quand même sur une grande course, hein, l'ultra trail en Fuji. Bon, mais globalement ça veut dire qu'il a très mal géré le début. Après il y a eu des raisons stratégiques parce qu'il avait un gros adversaire là, dont il s'est débarrassé dans les premières heures, et du coup après il a pu gérer un peu mieux, mais quand même il a fini assez fatigué en raison de cette mauvaise gestion. Après c'est des choses qu'on peut corriger. Là c'est un athlète par exemple de haut niveau, mais qui travaille tout le temps au cardio. Ça permet d'analyser, de progresser, voilà. Donc le bon exemple il est là plutôt, là c'est un marathon de montagne, mais aussi un athlète de haut niveau, c'est le marathon du Mont Blanc, ça. Donc il y a 2000 mètres positifs quand même sur les 42 km. Donc vous voyez qu'il court il est en 3h20 sur la fin. Attention, là c'est le dénivelé, ici, et là c'est les fréquences cardiaques en blanc. Hein. Donc vous voyez, ça passait à 1500 mètres, ça part de 1000 mètres, donc il y a quand même pas mal de variations. Et vous voyez la régularité au niveau des fréquences cardiaques. Et quelque chose qui est très très important, c'est que même quand la course monte et on prend 500 mètres de dénivelé positif, les fréquences cardiaques restent les mêmes. Donc quand on arrive à ce niveau-là de maîtrise, c'est extrêmement important. C'est la première erreur qu'on fait quand on vient de la route, qu'on veut faire un trail par exemple, c'est que dans les bosses, on va vouloir compenser la perte de vitesse et donc accélérer. Et en fait, c'est pas bon du tout. C'est là que vous allez un peu vous cramer, entre guillemets, et perdre beaucoup d'énergie. Au contraire, l'intensité reste la même, mais l'allure obligatoirement diminue dans la montée. Donc là, vous voyez, c'est un exemple parfait de gestion. Et même à la fin, l'athlète est capable de monter en fréquence cardiaque, ça veut dire qu'il est encore bien, qu'il est capable d'accélérer. Donc ça, c'est un signe d'une course très bien gérée. Juste pour finir, parce que je voulais faire un petit peu vite, avec les fréquences cardiaques, on utilise aussi un indice qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Je vous en dis deux mots parce que c'est des choses dont on parle beaucoup aussi en entreprise. Dans le centre de recherche où je travaille, on a beaucoup travaillé avec un chercheur sur cet indice-là. Et lui travaille par exemple, il a fait sa thèse pour la société Orange, et notamment pour détecter les états de burn-out au travail, les états de stress. Et nous, c'est un indice qui nous permet de suivre le niveau physiologique des athlètes, leur état de fatigue, leur état de forme. C'est un indice qui marche très très bien. Moi, la majorité de mes athlètes sont suivis avec cet indice. En fait, quand vous avez par exemple une fréquence cardiaque à 60 battements par minute, logiquement, ça veut dire un battement par seconde. Or, dans la réalité, vous n'avez pas un battement par seconde, vous pouvez avoir un battement à 837 millisecondes, 1021, 902, etc. Et on s'est aperçu, alors ça vient de la médecine, des années 80, que plus il y avait une variabilité justement dans cette période-là, et meilleur c'était, plus c'était significatif d'un état de forme. Alors peut-être j'en parle un petit peu après. Voilà, donc nous en sport, on a vu qu'un état de fatigue, c'est une baisse de la variabilité, un état de forme, c'est une hausse de la variabilité. En fait, on s'est aperçu que les personnes qui avaient une variabilité très très faible, c'est les personnes qui étaient proches d'un AVC en milieu médical. Voilà. Donc ensuite, on travaille à faire monter cette variabilité, et si on suit la variabilité d'un athlète qui commence l'entraînement, on va voir très vite justement une variabilité qui augmente. Donc moi je suis tous mes athlètes avec cet indice-là, notamment après des courses comme on a vu avant là, de 156 km. C'est vrai qu'on peut faire des bilans sanguins, on peut faire des tas de choses, mais cet indice-là qui est totalement objectif parce qu'il permet de justement quantifier un peu l'état de votre système nerveux autonome, donc qui est autonome, sur lequel vous n'avez aucune intervention, il permet vraiment de voir l'état de forme de l'athlète. C'est en fait une balance entre les systèmes nerveux sympathiques, parasympathiques. C'est un peu comme un thermostat. C'est-à-dire quand, si vous réglez votre thermostat à 19, la température descend, il se met en route, il remonte, il chauffe.
quand il a passé 19 et quelques, il fait trop chaud, il redescend, etc. Le corps humain, c'est pareil, et le système nerveux autonome, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce système est capable de balancer. Donc, plus vous êtes capable d'équilibrer, vous êtes capable de réagir à des stress particuliers grâce à cette balance. Juste un petit exemple, voilà, ça c'est juste avec un athlète que j'ai pris en charge sur, là on est à peine 2 mois d'entraînement, et vous voyez les effets d'un entraînement en aérobie, mais aussi avec quand même du travail à VMA. Vous voyez une fréquence cardiaque, alors, les fréquences cardiaques sont là, qui commencent vers les 50-55, et qui vient se stabiliser autour des 45, donc il a perdu quand même une dizaine de pulsations avec l'entraînement, et en même temps une variabilité, vous voyez, qui monte régulièrement, donc qui est symptomatique d'un meilleur état de forme pour l'athlète. Je ne voulais pas vous en dire plus, mais si vous avez quelques questions, je veux bien y répondre.